La majorité des podcasts business parlent aux 1% des entrepreneurs. Et si nous parlions aux 99% restants? Lors de l'hypercroissance et des levées de fonds, nous échangeons avec des entrepreneurs de tous les horizons sur leur parcours, leur quotidien de chef d'entreprise, mais aussi sur les défis qu'ils relèvent chaque jour pour atteindre leur croissance. Vous regardez 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Cédric, bonjour. Bonjour Kevin. Donc là, on est à Annecy, dans ton Exactement. atelier. Dans les locaux de Bicycle Europe. Ok. On a passé un petit temps à préparer parce que c'est, enfin, de préparer le setup, etc. Parce que c'est un peu soudain cet enregistrement. C'était pas trop prévu. Si, tu me l'as dit il y a un quart d'heure. Voilà, exactement. Donc on peut dire que c'est prévu depuis un quart d'heure. Donc tu sais pas trop ce qui va se passer. Pas du tout. Voilà. C'est la première fois que je te vois en plus, donc Exactement. Qui êtes-vous? Bonjour. Non, on s'est rencontrés au Startup Weekend. On va en parler tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on avait un enregistrement prévu à Annecy avec Antoine Clément. Ça a été annulé. Et du coup, vu qu'on s'est rencontrés au Startup Weekend, je me suis dit, OK, on a visité ton atelier hier. Je trouvais ça vraiment cool. Et tu as tout à fait ta place dans le podcast. Donc du coup, super. nous voilà ici. Je suis là. Et donc, bah écoute, je vais commencer par te demander simplement de te présenter. Alors, je m'appelle Cédric, je suis cofondateur de Bicycle Europe, donc une entreprise de fabrication de vélos que j'ai lancée il y a 5 ans avec mon associé Tristan Burgot. Et voilà, je suis chef d'entreprise. Ok. Bah déjà, bon, c'est très sympa. Moi, j'adore tes vélos, j'adore la gueule qu'ils ont. On y reviendra tout à l'heure. Mais déjà, explique-moi un peu d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, est-ce que tu viens d'Annecy, Dis-moi un petit peu. Alors, je suis né à Toulouse, j'ai 33 ans, j'ai passé toute mon adolescence là-bas. J'ai continué mes études. Donc sur place, j'ai fait des études de carrosserie, Ok. réparation de vieilles voitures principalement. Ce qui me plaisait, c'était la restauration de vieux véhicules. J'avais envie de comprendre comment les véhicules étaient réparés, enfin comment les réparer pour ensuite les fabriquer. Ok. M'inspirer de la fabrication des vieilles voitures pour un jour devenir un constructeur de véhicules, plutôt automobile à la base. Donc tu avais déjà des ambitions entrepreneuriales. Je voulais être inventeur quand j'étais gamin. Ok. Cool. Donc tout ce qui volait, flottait, roulait, tout ça, c'était des choses qui me plaisaient. Quand t'es gamin, bah, tout ce qui est maquette, Ouais. modélisme, etc. J'ai fait de la voile, j'étais toujours attiré par la construction d'objets pour se déplacer. D'accord. Donc vraiment du petit bateau aux objets volants non identifiés, c'était des trucs qui me plaisaient. Je me suis orienté vers l'automobile parce que c'était le plus simple à réaliser, en commençant par la fabrication de cartes à pédales, de choses comme ça, ou de caisses à savon, gamin. Et puis c'était aussi le plus simple pour moi. J'avais une carrosserie près de chez moi, il y avait des bagnoles à réparer. Voilà. Dès mes 14 ans, ça m'a intéressé d'aller rentrer dans ces entreprises et voir. Et tu as pu aller bosser comme ça dans des carrosseries Ouais, assez tôt, sous forme de stage d'abord, puis Ok. après en apprentissage. Toulouse, c'est aussi l'aéronautique, les fusées, les avions. Je m'étais renseigné gamin pour rentrer dans ce genre de boîte et on m'avait dit mais tu pourras pas construire l'avion tout seul. D'accord. Moi, c'était ce qui me plaisait quand je regardais la vie des inventeurs, voitures, autos, bateaux, avions. Tu as des noms qui sont restés dans l'histoire. Et j'étais persuadé que le premier mec qui a construit un avion, il l'a fait tout seul. Moi, je pensais que le métier de fabricant d'avion, c'était tout seul dans son coin. Un mec tout seul dans un atelier qui fabrique un avion. Exactement. Ok. Du coup, c'était pas du tout possible. On m'a dit non, tu vas rentrer dans une boîte, tu seras sous-traitant, tu seras un maillon de la chaîne, tu feras soit la peinture de l'avion, soit le câblage, soit l'assemblage, mais tu pourras pas être le gars qui construit. Ça, c'est un peu déceptif, quoi. Complètement. Les bateaux, c'était pareil. En plus, il n'y avait pas de port à Toulouse, ni de chantier. C'est pas de chantier naval sur Toulouse. Okay. Du coup, l'automobile, voilà, je trouvais ça plus accessible. Et je savais qu'il y avait une place notamment dans le prototypage de véhicules. J'ai découvert, pareil, gamin, une entreprise sur Annecy qui faisait du prototypage. Et où j'avais vu en image que, effectivement, les gars, ils étaient quelques-uns dans un atelier et ils arrivaient à partir d'une idée et la transformer en un projet roulant. Donc c'est pour ça que je me suis orienté assez rapidement vers le prototypage 2 roues, 3 roues, 4 roues. Et c'est ce qui t'a emmené du coup à Annecy? C'est ce qui m'a d'abord amené à Niort pour faire un BTS en conception.
Ok. Donc c'était un peu brouillon, mais Ouais. je suis passé par la case, j'ai envie de fabriquer plein de véhicules, je me concentre sur l'automobile. Mhm. Je découvre cette entreprise de prototypage à Annecy et mes profs à l'époque au lycée Gallieni, là où je fais mon bac pro carrosserie, ils me disent ok, tu as trouvé une boîte qui a l'air incroyable sur Annecy. La société qui n'existe plus maintenant, c'était un fabricant de prototypes, c'est Lazarette. Ok. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu Non, ça me parler. dit rien. C'est un marché de niche, c'est Mhm. la niche dans la niche. Le Ouais. prototypage, c'est vraiment un domaine réservé à ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent ou le cinéma. Mhm. Euh, Mes profs à l'époque me disent continue tes études et essaye de rentrer là-bas en stage pendant un BTS par exemple. Donc je suis parti à Niort faire un BTS carrosserie conception en me disant une fois que je serai dans ce BTS, peut-être que je pourrais aller faire ma demande de stage pour rentrer chez ce Ok. concepteur prototypiste. Ok. Donc d'abord j'ai fait Toulouse, après Niort et de Niort je suis arrivé à Annecy en stage puisque j'ai été pris après 18 relances, 28 lettres de motivation, 14 CV, 250 coups de fil pour T'étais essayer de joindre le mec et lui dire je veux venir en t'étais stage chez toi. déterminé, quoi. J'étais assez déterminé, ouais. Excellent. Bah, donc en fait, c'est une vraie voie passion, quoi. C'est une vraie voie passion. C'était une façon pour moi de transformer une passion en un métier. Ouais. C'est ce qu'on appelle une vocation. Mhm. Essayer de vivre d'une activité. L'entrepreneuriat, à ce moment-là, je n'y pense pas du tout. Parce que Ok. pour moi, la vision que j'ai du travail, c'est tu rentres dans une entreprise et on te donne des choses à faire et tu les produis. J'avais pas encore. Mm. J'avais déjà cette envie de concevoir mes propres véhicules, Et tu mais je n'avais pas la t'associais, vision ouais. de je vais être chef d'entreprise et T'associais pas ça à l'entrepreneuriat, quoi, à ce moment-là. non, c'était un mot que je connaissais même pas. Ok. Est-ce que tu étais bon élève? Ça dépend des périodes de ma vie. Ouais. Je crois que jusqu'à la fin du collège, j'étais devant. Ok. J'ai d'abord fait des études générales, Mhm. un bac général parce qu'on m'avait dit si Mhm. tu veux rentrer dans de la conception, il y a le métier d'ingénieur qui Mhm. correspond à ce que je viens de te décrire. Euh, et en fait, j'avais pas le niveau. Ok. En études générales, je comprenais pas ce que j'apprenais et pour moi, c'était beaucoup trop varié. Du coup, après, je suis repassé par la voie bac pro. Là, Mhm. j'ai pu exceller puisque j'avais déjà le cursus début d'études générales. Du coup, je suis repassé devant et puis en BTS, je suis resté devant, mais j'étais vachement moins enthousiaste sur la deuxième année Mhm. puisqu'après mon stage de BTS, j'avais une promesse d'embauche derrière et là, T'avais décroché, quoi. le décrochage, Ouais. quand tu suis des cours, mais que derrière on te dit t'as un boulot à Annecy qui t'attend, Ouais. un peu dur. Donc du coup, ton premier job, est-ce que c'était chez Lazarette Non, ou... c'était vraiment la carrosserie Chauliac dans Ok. laquelle j'ai retapé des GT40, enfin de la 2 chevaux du paysan du coin qui Ok. veut la remettre en état pour le mariage de sa fille, jusqu'à la GT40 réplique de la Ford qui a fait le Mans 66, Ok. Excellent. en passant par des Jaguar type E. Donc vraiment l'essence même de la passion Mhm. automobile, des moteurs, des gros V8 américains, des moteurs en ligne anglais, etc. Et à ce moment-là, tu avais la passion de l'automobile, mais ce côté conception, invention, etc., que tu as pu retrouver chez Lazarette sur le prototypage, etc., est-ce que ça te manquait pas? Est-ce que Il n'y avait pas encore ce côté conception, mais comme je faisais de la restauration, il Mhm. fallait reproduire des pièces que Ok. tu pouvais plus trouver dans le commerce. Donc il y avait de l'usinage, il y avait du pliage, Ok. du cintrage. En fait, tu apprends en restaurant des véhicules comment les mecs à l'époque ils faisaient pour les construire. En fait, Mhm. c'était ce côté-là qui m'intéressait. Tu vois, un sellier qui refait un siège, il faut qu'il sache ressouder une armature, la démonter, repartir de zéro. Du coup, tu vois comment les gars, il y a 50 ans, ils arrivent à fabriquer les choses avec beaucoup moins Mhm. d'outils qu'aujourd'hui. Et du coup, c'était ça qui me passionnait. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de faire le lien derrière entre la conception et le prototypage. Mhm. Cette expérience vraiment de la restauration, bah, il faut C'est le maîtriser défi, tous quoi. les moyens Mhm. d'assemblage possibles. Donc le rivetage, le collage, le perçage, l'assemblage mécanique, la soudure, tous les procédés de soudure, tu les vois quand tu fais de la restauration. Et quand tu passes en conception et qu'on te file un logiciel pour dessiner des pièces, vu que tu maîtrises un petit peu tous les outils qu'il y a dans l'atelier, concevoir ça devient plus simple. Ok. Parce que tu sais si ton trou il est trop près du bord et si quand tu vas souder ça va s'effondrer. Enfin bref, ça te donne vraiment des notions
qui te font gagner du temps derrière sur la conception. Encore aujourd'hui, dans mon métier, quand je travaille avec Tristan sur la conception Tristan qui est dans la pièce en des train de cadres, bosser pendant que voilà, nous, pendant que nous on enregistre, quoi. voilà, il s'occupe des problématiques douanières. D'accord. On va en Voilà, parler. on va en il est parler. très content d'être avec nous pendant ce podcast. Voilà, le parcours pour moi, c'était ça. C'est imaginer, avoir envie de créer, trouver une porte d'entrée dans le monde professionnel Mhm. à m'apporter à côté de chez moi une carrosserie qui restaure, découvrir des outils. En fait, c'est une opportunité que j'ai eue et que j'ai saisie et après apprendre sur ces outils et puis plus tard en études supérieures, concevoir sur ordinateur avec des logiciels aéronautiques des pièces et en ayant le background, tu vois, le passage de col bleu à col blanc, je sais pas comment mieux le décrire, mais Excellent. et ce parcours-là, je l'ai aussi vécu en entreprise. Donc, je rentre à 19 ans chez Lazaret Automoto en CDI, après mon stage que j'avais fait une année plus tôt. Et en fait, je vais commencer par l'atelier puisque je suis embauché comme mécanicien. Et au sein même de cette entreprise, j'aurais fait de la mécanique, de la fabrication de châssis, de la carrosserie, donc en passant par le composite, Hyper complet, quoi. jusqu'à la peinture, avant d'entrer dans la partie bureau d'études. Ok. Donc à chaque fois que j'occupais un nouveau poste, il y avait une nouvelle personne qui se faisait recruter une fois que moi je passais sur le poste d'après. Je suis rentré, on était 3. Au bout de 6 ou 7 ans, on était une dizaine. Ok, excellent. Et après, Covid. Ah. Donc 2020, remise en question. Moi, je rencontre à ce moment-là mon associé Tristan. Lui, il a envie d'entreprendre. Moi aussi, du coup. Enfin, je me rends compte que ça peut m'attirer. Ouais. Du moins, j'ai envie de m'associer avec lui. Est-ce que dans ta famille, il y avait des entrepreneurs? Est-ce que tu as eu des modèles entrepreneuriaux comme ça? J'en ai un, c'est mon grand-père. Ok. Mon grand-père est chilien. J'ai Ok. mon père qui est né au Chili. Toute ma famille est chilienne, donc en Amérique du Sud. Ok. Mon père né au milieu du désert avec donc mon grand-père qui installe une société dans une ville au milieu du désert, une ville minière qui va voir apparaître du coup l'extension de la mine, l'agrandissement de la mine et l'expansion de la ville locale. Donc, c'était une ville où il y avait 300 personnes et en 10 ans, ils sont devenus 3000, puis 30 000. Et lui, il monte un commerce où il vend du gaz et des gazinières et il se met à importer au fur et à mesure que les gens arrivent, tout ce dont les gens ont besoin, notamment des Vespa. C'est le premier importateur de donc dans la famille, il y a déjà scooter Vespa en Amérique du l'entrepreneuriat Sud. sur Ouais. le dos, quoi. Exactement. Excellent. Et puis mon grand-père, au moment où moi je me lance dans l'entrepreneuriat, il y a le Covid et du coup je le perds à ce moment-là, donc à peu près au moment où je lance la boîte. Donc j'ai pas eu ce lien, tu vois, de pouvoir... je sais qu'il l'a été, je connais son parcours, mais on n'a jamais pu en discuter en mode... Ouais, il n'a pas pu jouer le rôle de mentor. Toi, quoi. Ok. Mais voilà, c'est le meilleur exemple que j'ai dans ma famille. Après, de l'autre côté, mon père et mon grand-père, eux, sont mécanos et m'ont dit ne fais pas de la mécanique. C'est pour ça que j'ai fait de la carrosserie. C'était le garage d'à côté. Et donc, du coup, tes parents ne sont pas entrepreneurs. Ils faisaient quoi? Donc, ton père t'a dit carrossier. Mécanicien poids lourd. Puis il est resté, lui, il a fait toute sa carrière à la régie des transports de Toulouse. D'abord mécanicien bus. Et le métro est arrivé. Du coup, il est monté en compétence jusqu'à devenir agent de maîtrise, formateur. Jusqu'à la fin de sa carrière. Là, il est à la retraite depuis 2 ans. Mais lui, il fait sa carrière de son arrivée en France où il a son CAP. Il se fait embaucher à la Saint-Vat, ça s'appelait à l'époque, avant de s'appeler Tisséo. Jusqu'à la fin de sa carrière, il a médaille de vermeil des cheminots. Ça n'existe plus, ça. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans la boîte qui peuvent avoir la bravo. bronze, l'argent, l'or et vermeil. Respect au papa. Donc, du coup, ton parcours est radicalement différent puisque quand on a un papa qui fait carrière comme ça toute sa vie dans la même boîte et toi tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est accueilli comment ça? Alors, donc, on en reparlera, on fait le Startup Weekend, on lance le projet, on commence à dessiner un vélo avec Tristan et moi je lui envoie des photos régulièrement pour lui dire on en est là et le jour où on a un truc vraiment qui
qui est prêt et que j'ai envie de lui montrer. Je suis super fier. Je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit. C'est t'en es où dans ta démission t'es sûr que tu pars vraiment de la boîte dans laquelle Ouais, t'étais Tu vois, le doute, ouais, le un doute. peu Ouais. le stress de t'es sûr de toi? T'es sûr que tu veux te lancer? T'es sûr que tu vas y arriver? Et puis nous, en plus, à ce moment-là, je lui montre un truc qui ressemble à rien de connu. Tu vois, on Mhm. commençait à lui dire, on va se lancer dans la fabrication de vélos. Tout le monde a l'image du vélo, une roue devant, une roue derrière, un tube de selle, une selle, un guidon. Et, euh, et ouais, la première fois que je lui montre vraiment le design de ce qu'on est en train de faire, c'est le doute. L'accueil, le premier accueil que j'ai eu, c'est ça. T'es sûr de toi? Ouais. Mais donc ouais, tu l'as dit rapidement, mais du coup m'amène à une question. Donc en fait, toi, tu rencontres Tristan, ton associé. Vous commencez un petit peu à parler de ce projet de concevoir un vélo, j'imagine. Et D'abord s'associer, d'abord s'associer, ouais. trouver Ok. un modèle économique qui nous plaisait avant tout. Donc est-ce que c'est d'abord vous vous rencontrez et vous dites on a envie de bosser ensemble parce qu'on s'entend bien et on a probablement une vision commune ou Ouais. d'entrepreneuriat, et ensuite bah, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, ça on va le définir, ou est-ce qu'il y avait quand même déjà une idée, un projet Je pense qu'au début, il n'y avait pas d'idée. On partageait un garage où on retapait des motos et moi, je trouvais que ça marchait bien, notre association de Mhm. résoudre des problématiques, réparer des choses, un peu dans le même état d'esprit tous les deux, à vouloir prouver un petit peu qu'on est capable Mhm. de résoudre, de fabriquer, de pas juste acheter, remplacer. On s'est retrouvés sur des valeurs en commune. Et puis à un moment où tous les deux, on se dit, est-ce qu'on a envie de rester salarié toute notre vie? Je Mhm. pense que beaucoup, beaucoup de gens l'ont vécu à ce moment-là. Et, euh, et ouais, je crois qu'on s'était d'abord entendu sur le fait qu'on pouvait s'associer. Après, on a réfléchi au projet et du coup, c'est passé de. On répare des motos dans un garage comme on le fait aujourd'hui, mais de Mhm. manière professionnelle. Après, tu dis, est-ce que tu as envie de faire des vidanges et changer des plaquettes toute ta vie? Je sais pas. Du coup, il y avait la conception. J'en faisais déjà en entreprise et je fabriquais déjà des motos en petite série. C'était intéressant, mais il y avait les notions de réglementation, de normes de pollution et d'évolution Mhm. réglementaire sur le marché de la moto. Et tu vois, aujourd'hui, on l'observe, le marché de la moto, il fait Ah ouais. comme ça, comme ça, comme Mhm. ça. Tu as l'arrivée de la Chine en force, les motos électriques, le Mhm. contrôle technique. Enfin, déjà à l'époque, j'avais dit la moto, c'est mort. Ok. Et c'était dommage parce que c'est T'aimais ce qui bien. nous plaisait aussi Mhm. à tous les deux. On est tous les deux motards. Et au même moment, on fait un proto de vélo électrique. On électrifie un vélo électrique pour mon grand-père, mon autre Mhm. grand-père. Et en montant sur ce vélo électrique avec un moteur roue, un capteur de cadence. Donc tu tournes les manivelles sans forcer, le truc il t'entraîne. Mhm. Tu es dans un garage, tu as tes mobylettes d'un côté, le vélo que tu viens d'électrifier, tu dis putain, le truc il est fun alors que Mhm. tu as une toute petite batterie. Mhm. T'as Pour, rendu un truc pour chiant fun, 200, quoi. 300 balles de Ouais. pièces trouvées sur le bon coin, d'un coup, le VTT nul, il devient Mhm. un VTT cool et il te procure les sensations d'un Solex. Tu vois, tu as Ouais. démarré le Solex et le truc, tu peux plus l'arrêter, il t'entraîne. Ouais, ouais. Et là, on se dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est des vélos cool qui ressemblent à ce qu'on connaît, les mobylettes, les petites motos, Mhm. cette inspiration Parce que vos vélos, café racer. ils ont un style très particulier, Ah effectivement. bah, là, t'en as un, Voilà. c'est Pour ceux qui regardent en vidéo, on a un modèle juste à côté. C'est un croisement entre moi, par exemple, tu vois, j'aime bien les Dax, oui, tu vois. Et la première chose que je me suis dit, c'était, on dirait un petit Dax, un petit peu plus haut, mais ça me fait penser à ça. C'est un croisement entre la moto, le vélo. c'est une mini moto. Ok. Tu vois, Tristan, il avait un 125 Honda, Mhm. un petit 125 Honda, transformé en café racer, donc avec une monocelle Mhm. très jolie, un réservoir avec une peinture custom, des roues en 16 pouces. Et on a cette moto dans le garage et on se dit, il faut qu'on fasse un vélo qui ressemble à ça. Mhm. Il faut juste qu'on rajoute des pédales et que ce soit possible de se déplacer avec. Donc, tu étudies la réglementation vélo et tu dis, bah, en fait, c'est pas incompatible d'avoir le look. On trouve des pneus de vélo de la même taille, des roues de vélo de la même taille. Mhm. Dans le marché du fat bike, Ouais. bah, c'est aussi c'est le même diamètre de roue que le petit 125 qu'il avait. Et du coup, on design notre premier vélo en s'inspirant d'un 125 Honda des Ok. années 80. Et donc à ce moment-là, donc on va dire l'idée naît dans cet atelier.
Et après, il y a le Startup Weekend. Alors, Faut le qu'on parle design, de- on l'a fait après le Startup Weekend. Ok, d'accord. Parce que d'abord, on est en train de se dire, on va monter une boîte. Ouais. On valide un projet courant mois d'août avec un nom. Donc, on sait qu'on veut faire un vélo inspiré de la moto. Ouais. Il va falloir lui trouver un nom. Beaucoup Mm. d'entreprises commencent en se disant, On enfin, fait- nous, du on moins, fait il un fallait logo. qu'on ait, On fait un nom, on fallait fait un logo. qu'on ait un nom, un logo, une Ouais. identité. Le nom, ça a été long à trouver. Mais Bicycle, une fois qu'on l'a eu, ça a été l'évidence du bike et du motorcycle en même temps. Ok. C'est bike, motorcycle, tu les relis Ok, et ça fait c'est bon. Bicycle. Nous, on se pointe au Startup Weekend avec le nom. Mm. On Est-ce savait que pas l'écrire. pour ceux qui nous écoutent, parce que Startup Weekend pour nous c'est évident, parce que moi je suis dans le regard du Startup Weekend de Mulhouse et je suis venu là à Annecy, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Startup Weekend. Étant donné que tu portes le Startup Weekend d'Annecy depuis 5 ans a priori, 2 ans. 2 ans, pardon, ok, depuis Donc, 2 ans, participant au Startup ok, Weekend il y a 5 ans. voilà, Et, 2 ans et que tu le portes. Du coup, bah, pitch-nous ce que c'est un Startup Weekend, ça pourra peut-être même donner envie aux gens. le principe de l'événement, c'est d'ouvrir la porte à tous ces participants et à tous ces observateurs, tous les gens qui viennent découvrir le Startup Weekend. Pour moi, cet événement, c'est une porte ouverte sur l'entrepreneuriat. C'est un événement clé qui a lieu une fois dans l'année dans plusieurs villes en France et dans le monde où tu vas te rendre compte, enfin, nous, notre but en tant qu'organisateur, c'est montrer à tous les gens qui passent la porte qu'un jour, ils pourront être entrepreneurs Mhm. et que c'est accessible à tous. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, de genre, de tout ce que tu veux, d'idées, de projets. Tout le monde pitch le vendredi soir son idée. Là, cette année, on avait 80 participants, on a une trentaine de personnes qui ont pitché des projets. Et derrière, bah, tu en sélectionnes une dizaine. Mhm. Les participants sélectionnent une dizaine de projets. Donc ceux qui ont présenté les projets inclus, eh ben, il faut qu'ils votent pour d'autres projets également. Et après, pendant 54 heures, donc du vendredi soir au dimanche, tu dois bosser en équipe sur ton projet. Donc tu bosses avec des gens que tu connais pas, mais qui ont des compétences. Et du coup, tu pitches à nouveau cette dizaine de projets et pitcher le dimanche devant un jury d'experts. Et pendant le week-end, tu es accompagné par des coachs, une équipe qui te met en condition pour que tu puisses uniquement te concentrer sur ton projet. Pour les équipes, pour les porteurs de projets qui sont sélectionnés, le challenge le dimanche, c'est d'arriver avec un go-to-market. Ok. C'est-à-dire que tu bosses tout le week-end en te disant, tu le sais, Ouais. mais tu bosses tout le week-end en te disant, il faut que j'ai la preuve que ce que je suis en train de faire, c'est je réponds à une problématique, j'ai un besoin en face, j'ai des clients qui rencontrent cette problématique et qui sont prêts à la payer, le prix que je vais leur vendre. Et du coup, ça rentre dans un modèle économique qu'il faut rendre viable. Alors, c'est très court, mais tu as des ordres de grandeur sur lesquels tu dois communiquer parce que tu as des besoins. Tu développes une app devant le jury, il faut que tu sois capable de dire si l'app elle va coûter 20 000 euros à développer ou 20 millions d'euros. Bah, en moyenne, je sais pas, c'est 150, ben voilà, il faut que tu sois capable de dire ça va me coûter 150 000 euros. Et après, tu es jugé sur ça avec ton équipe pendant ton pitch. Et tu ressors avec de l'accompagnement. Je pense aussi que ce qui est intéressant, si je me permets d'ajouter quelque chose, c'est que déjà, je pense que ça peut être ouvert à tous, même ceux qui n'ont pas forcément envie d'entreprendre. Oui. Parce que tu peux juste être participant, être dans une équipe, et du coup, Ouais. ça peut permettre de rencontrer du monde, créer des opportunités, c'est toujours intéressant, ou des nouvelles vocations. Et je pense que pour un porteur de projet, c'est aussi une manière de tester le fait d'arriver à travailler en équipe, tester son leadership, etc. Tu vois, Ouais, je trouve que c'est très très intéressant, même pour un entrepreneur qui a déjà, je vais te donner mon expérience personnelle, c'est moi j'ai été recruté par Laurent Leduc, un ami en commun, qui m'a dit mais viens participer au Startup Weekend. Et je suis allé un peu à reculons en me disant moi j'ai déjà monté des boîtes, ouais. qu'est-ce que je viens faire là finalement? Et j'ai pris une bonne claque parce qu'au final, le modèle Startup Weekend est très intéressant, très enrichissant. J'ai appris plein de trucs. Et je pense que c'est bien même pour grandir en tant qu'entrepreneur. Nous, aujourd'hui, on est dans l'orga. L'apprentissage pendant le week-end, juste de voir les équipes faire, assister toujours aux conférences et rencontrer les coachs qu'on sélectionne, bénéficier aussi de leur expérience. Enfin, l'apprentissage, il est énorme pour tous les gens qui viennent.
du vendredi au dimanche, quel que soit le rôle dans l'équipe, dans Ouais, l'organisation en tant que ressors, participant, ouais, grandi, ouais. tu ressors avec des, comme tu dis, du réseau, des Mm. rencontres, des Mm. échanges, mais c'est un apprentissage qui est unique. T'as pas d'autres événements sur Annecy où tu mets autant de gens avec la même énergie pour en retirer autant de, voilà, Ouais, clairement. tu vois, on a testé une app Mona Lisa pendant le week-end. S'il n'y a pas le gars qui en a parlé ou Ouais. qui l'a conçu, qui vient pour dire bah, écoutez, je suis en train de faire tester ça, bah, à quel moment tu le sais? Ouais, clairement. Tu vois, tu n'as pas d'autres événements où tu te dis je peux rencontrer le directeur de NTN Europe et un snowboarder pro et un porteur de projet et des étudiants et un mec qui a 2 ans de la retraite dans la même équipe ou autour de la même c'est table. ça. Ouais. Voilà, le concept, il est vraiment unique. Nous, on y participe donc il y a 5 ans Voilà. tout pile. J'allais dire, on revient sur le. sur le- On pitch le projet de vélo électrique, stylé, réparable, personnalisable et fabriqué de manière locale. On est sélectionné, on bosse dessus tout le week-end avec une équipe de. Donc il y a 4 ou 5 personnes qui nous rejoignent pendant le week-end. Et pendant ce week-end-là, notre prof de marché, c'est qu'on en vend. Ok. C'est-à-dire que le samedi midi, on met en place une landing page avec la possibilité d'acheter le vélo. Et avec notre équipe, on a envoyé tellement de questionnaires et on a déjà une newsletter en place en mode ça y est, un mailing en place en disant bah, les gars, ça y est, le vélo, vous avez répondu à un questionnaire qui dit que vous avez envie d'acheter un vélo électrique entre 2005 et 3000 euros, que vous êtes dans le moment où vous voulez acheter, je sais plus, 600 réponses, 60 personnes qui rentraient dans le prisme du client potentiel à qui on dit il y a une landing page, clique sur le lien, précommande, 200 balles, le vélo 2500 au lieu de 3000 ou 2000 au lieu de 2500, et dans 6 mois, tu as un bike. Ok, excellent. On pose ça, on continue à bosser sur notre prêt, et pendant ce temps, il y a des ventes qui rentrent. Incroyable. Un coach, un oncle, un pote, un voisin, un inconnu. L'attraction directe. Premier cercle. Quand tu sors de là, tu dis bon, on remporte le Startup Weekend, on remporte un prix meilleur esprit d'équipe, avec un jury qui nous dit bon, voilà, vous avez un projet de vélo électrique. Est-ce que c'est startup, est-ce que c'est scalable, est-ce que c'est innovant? C'était tendancieux, mais en tout cas, on cochait les cases, donc et RSE, et business model, et design exécutive. Donc on remporte ce prix. Et là, tu te dis, bah, la boîte dans laquelle je suis depuis 8 ans, maintenant, je vais devoir la quitter. Donc je démissionne le lendemain. En sortant du Startup Weekend, ça faisait 8 ans que j'étais salarié dans la boîte. Tu as démissionné, juste ça c'est logistique, mais tu démissionnes, donc tu pars sans indemnité ni rien? Non, je vais voir le patron et je lui dis je me casse. Ok. Non, je lui dis j'ai envie de partir. Il m'a dit bah, si tu veux partir, pars maintenant. D'accord. Ok, je signe aucun papier. Genre il m'a dit je veux plus te voir. Ah oui, ok. Le lendemain, t'es pas là quoi. D'accord. Le surlendemain, il me rappelle, il me dit faut que tu reviennes parce que il y a du boulot. Ouais, ça peut pas finir comme ça, mais effectivement, à ce moment-là, moi je me dis il faut juste que je parte. Donc là, j'entame une procédure de démission reconversion 5 ans. C'est un dispositif pour tous les gens qui ont travaillé plus de 5 ans en entreprise, quelles que soient les entreprises. Et voilà. Ils ont 5 ans cumulés. À l'époque, tu avais le droit à 2 mois de chômage dès lors que tu avais un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc je me mets dans le dispositif, il me propose une date de passage en comité au 23 décembre, on est au mois de novembre, si je démissionne j'ai 2 mois de préavis. Ça peut passer. Ça peut passer, 23 décembre, mon préavis, si je dépose ma DEM, ma fin de contrat intervient le 26 décembre. Donc voilà, ça me fait un petit, une fenêtre de tir qui peut passer, parce qu'il faut avoir validé le dispositif avant d'avoir démissionné, sinon tu es juste démissionnaire et effectivement tu as 0 aide. Et bah, du coup, je pose ma DEM. Le dispositif est validé et je pars sans rien, juste avec la promesse d'un chômage, donc 60% de mon brut pendant 2 ans. Et qu'on arrive à faire coïncider à l'époque avec mon associé au moment où, c'est le hasard du calendrier qui a fait ça, mais lui il finissait son CSP, donc son année
de sécurisation pro suite à un licenciement éco. Mhm. Et à 15 jours près, on a nos chômages qui commencent en même temps. Mais donc toi, tu sors du Startup Weekend, tu as de la preuve d'achat, tu as de la preuve de traction, tu gagnes le Startup Weekend, enfin, tu remportes un prix. Donc là, j'imagine, dans l'euphorie, tu te dis, bon, bah c'est OK, on va vendre 6 vélos par jour. 6 vélos par jour. Bien sûr. C'était ton business plan. On va vendre 6 vélos par jour, donc je peux démissionner. Je m'en fous, la boîte, elle va gagner de la thune. Je vais pouvoir me De payer. ouf. Je synthétise un peu. On mais, a fait un prévis, on a mis des chiffres dedans, Ouais. on a des charges, on est deux. Puis nous, dans le prévis, on écrit pendant 2 ans, on ne se paye pas. Donc Erreur. l'équilibre, Erreur. tu peux l'atteindre. Et puis la 3e année, on se perdra un peu. Ouais. Et puis ça passe. Et Ouais. tu vas voir un comptable ou un banquier, et tout le monde te dit, ton prévis, il est OK. Mhm. Parce que tu marques dedans que tu ne vas pas te payer beaucoup. Ouais. C'est grosse erreur. Pour donner mon avis sur le sujet, je pense que dans un prévis, il faut toujours prévoir la REM du dirigeant, quitte à pas la prendre. C'est-à-dire, si elle est prévue dans le prévis et que tu décides de réinvestir cet argent, ok, Oui. pas de problème, mais il faut la prévoir parce que sinon, tu ne te payeras jamais. Mais En je fait, te rejoins, c'est l'erreur qu'on a fait. On a ajusté assez rapidement le tir. Il n'y avait qu'une façon d'y arriver. Pour nous, c'était de recruter. Mhm. C'est-à-dire que dans ce qu'on avait prévu, si on devait embaucher à partir de la 2e année ou de la 3e année, et on s'est dit, mais en fait, au moment où on va vouloir recruter, ça sera aussi le moment où il faudra qu'on se paye. Bah ouais. Du coup, comme on n'était pas assez de deux pour développer, concevoir, commercialiser, démarcher, lancer la boîte, je suis désolé, j'ai trop parlé tout le week-end. Et puis, tu as chopé une petite crève aussi, puisque J'ai chopé une crève aussi. Ouais. C'est pour ça que tu n'as pas pu venir courir avec nous hier. Exactement. Je me suis balance un dégonflé. peu. Mais en fait, on décide d'embaucher beaucoup plus tôt que prévu. Mhm. Et c'est cette première embauche qui nous aura permis de nous libérer le temps pour finir la conception, finir le développement commercial, euh, lancer la machine. Donc à ce moment-là, toi, t'embauches, tu te payes pas encore. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent? Je veux dire, qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit, putain, ma boîte n'arrive pas à me payer, mais je dois payer quelqu'un? Pour nous, c'était OK dans le sens où on avait toujours le chômage. Ouais, ok. Donc, c'était pas incohérent. Ça faisait partie du développement, quoi. Ouais. Ok. Et ça, on le dit pas assez, mais je trouve qu'en France, il y a plein de choses qui vont pas énormément. On pourrait passer une heure complète à en parler. Mais je trouve que l'accompagnement pour les gens qui veulent entreprendre, il est plutôt bien fait. Oui. Il y a beaucoup de dispositifs. Et le fait de pouvoir percevoir le chômage pendant qu'on se lance, Ouais. je trouve que c'est vraiment confort. Le dispositif aujourd'hui, il existe encore. Tu as plus de 2 ans, tu as 18 mois. Et en fonction des prévisions, il risque de passer à 1 an. Ok. Ça réduit un peu le. Mais ça te laisse la chance de le D'essayer. faire, quoi. Donc du coup, tu sors du Startup Weekend, on l'a dit, pleine euphorie, déjà des précos, il y a déjà un design, il y a déjà quelque chose. Pas le design définitif, j'imagine, mais il y a déjà un design. On l'a en tête, le design. Je pense que je vais plus arriver à parler dans pas longtemps. Je suis Ok. désolé, j'ai vraiment la voix qui. J'ai la gorge qui va. Qui gratte. Tu veux un petit bonbon? Je n'en ai pas. J'ai des Haribo, ça va rien. Ok. Tu veux prendre le relais, Tristan, pour raconter ce démarrage? S'il y a encore Tristan avec nous Avec plaisir. qui écoute depuis tout à l'heure, Vas-y. je suis Tu fais une désolé. petite pause voix? Ouais, je vais faire. Allez, pause voix, ça marche. C'est les aléas du direct. Le magicien qui. Voilà, changement. Let's go. Bonjour Tristan. Eh ben bonjour. Merci pour cette invitation. Mais plaisir. Du coup, toi, tu as tout entendu depuis avant puisque tu étais juste à côté en Oui. train de régler des problèmes de douane. Oui, alors faut dire que je travaillais quand même, donc j'ai pas tout écouté. Vous en étiez? Ah, en fait, là, on était en train de discuter. Bah, là, vous sortez du Startup Weekend, c'est l'euphorie, vous avez Oui. fait des préventes. Du coup, vous avez déjà un modèle de design à ce moment-là ou pas? Non, effectivement. Donc on l'avait en tête puisqu'on avait échangé avant le Startup Weekend sur le design du vélo, comment il allait être, quelles fonctionnalités. Enfin, en tout cas, on s'était projeté dans l'utilisation et dans les lignes. Et puis, comme on avait ces motos qui traînaient dans le garage, on avait bien une idée quand même des grandes lignes de ce à quoi ça allait ressembler.
Et donc, sorti du Startup Weekend, on a pris une bonne claque. On avait peur, je pense, aussi. Il fallait prendre la décision, c'est est-ce qu'on y va vraiment? Est-ce qu'on arrête tout maintenant? Parce qu'une fois que c'est lancé, en gros, il faut rendre l'argent et puis on arrête tout, quoi. Donc avec la décision de Cédric qui a été assez radicale, d'abord il m'a quand même dit bon, allez, je ferai ça le soir et le week-end, je viendrai t'aider. Ah, ok. Il était C'est pas son encore côté à fond. optimiste, ça. Ouais. Très optimiste, Cédric. Et donc moi, un peu plus terre à terre, je lui ai dit non, c'est soit on y va à fond, Soit on y va soit pas. on le fait pas. Mhm. Et il me dit oui, mais quand on aura fabriqué les vélos et qu'on les aura vendus, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je dis t'inquiète, ça va, on va bien s'occuper. Donc il a pris sa décision assez rapide de démissionner. Et donc là, il n'y avait plus de machine arrière possible, quoi. Fallait y aller fort. Mhm. Et prendre notre courage à deux mains et puis attaquer, quoi, par un bout. Donc le premier bout, c'était de dire dans 3 semaines, on vous présente un prototype fonctionnel du vélo. Et à ce moment-là, comment on fait? Parce que à quel, enfin, je veux dire, comment, moi, c'est impressionnant déjà de me dire que vous avez conçu un vélo de A à Z, fabriqué localement, etc. Mais quand on démarre, vous commencez par quoi? Je dirais, vous financez comment ce premier vélo? C'est parce qu'il faut acheter du matos, faut. Ouais. On avait un budget qui était très serré. C'est le grand-père de Cédric qui nous avait prêté de l'argent. Ok. Je crois que c'était 1 500 € à peu près. La love money, 1000 ou quoi, 1500. Ouais, 2 fois 1000 €. Ok. Et en gros, à Love Money en disant bah, les gars, allez-y à fond, je vous prête de l'argent. Et donc, c'était notre budget pour réaliser un proto en 3 semaines. Incroyable. Donc, quelque chose d'assez lunaire. On a essayé de trouver tout ce qui était chaîne cinématique, enfin, le moteur, etc., batterie, comme on a pu. On a trouvé quelque chose qui faisait l'affaire. Alors, c'est pas ce qu'on a monté de série, mais voilà, pour un proto fonctionnel, c'était largement suffisant. Et puis ensuite, il a fallu acheter des tubes, sortir les outils de torture qu'on avait au fond du garage, parce qu'on avait une cintreuse qui pouvait servir. Et donc, on a placé 2 roues sur un tableau d'écolier. Ouais. On a tracé les lignes du vélo à l'échelle 1, à main levée, avec une règle, à la craie, déterminer les angles, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est figé dessus, on s'est dit, bah voilà, on prend les tubes, on les cintre. On a acheté aussi un vélo, pour gagner du temps, un vélo enfant, fat bike d'occasion sur le Bon Coin. On a récupéré quelques pièces, parce que 3 semaines, c'est très très court. Donc pour faire de l'usinage, c'était compliqué, quoi. C'était quoi l'échéance des 3 semaines? Vous deviez présenter le vélo à quelqu'un, un financeur? C'était quoi Non, en fait, l'échéance, je pense qu'on se l'était posé tout seul au Startup Weekend, comme des grands, quoi. On avait dit dans 3 semaines ou dans 1 mois, on revient avec on revient, on présente un proto fonctionnel. Et une fois qu'on l'avait dit et qu'on avait des préventes, il fallait assurer et dire ouais, on a dit 3 semaines, c'est 3 semaines, quoi. Et donc voilà, l'échéance, on se l'était mise tout seul, bêtement. Donc vous avez vraiment démarré avec rien, quoi. Ouais. C'est-à-dire 2000 balles. Ouais, 2000 balles, des outils. Un vélo d'occasion acheté sur le Bon Coin. Qu'on a redécoupé. Après, on a cintré nos tubes, on les a scotchés ensemble pour les présenter. On s'est assis sur le vélo, c'était tout brinque-bain là. C'est là où Cédric a pris une photo, l'a envoyée à son père, et son père lui a dit t'es sûr t'as déjà démissionné? Donc nous, c'était tellement évident, mais je pense que vu de l'extérieur, c'était assez lunaire. Et à ce moment-là, vous y croyez toujours à fond? Je veux dire, ex-premier modèle, comme tu dis, brinque-ballant, etc. Est-ce que vous êtes toujours à fond ou est-ce qu'il y a un petit doute en se disant putain, on a peut-être fait une connerie? Je pense que des doutes, on en a tout le temps dans l'entrepreneuriat, Ça, ça s'arrête jamais, mais c'est juste qu'au tout début, non, je pense que finalement la technique, la fabrication du proto, c'était presque, entre guillemets, le plus simple pour nous, puisqu'on est quand même de la technique tous les deux. Ça a été tout le reste qui a été un apprentissage plus complexe, mais la fabrication pure du vélo, c'était pas un jalon spécialement compliqué. Période post-Covid, donc on a fait un live sur Facebook avec une régie TV. Enfin, c'était bien fait quand même. Cool. Pour présenter tout ça à nos premiers clients et puis aux gens qui étaient là au Startup Weekend et puis à nos amis, notre famille. C'était le grand lancement, quoi. Il y avait une attente auprès de Michael. J'imagine que vous aviez un petit réseau, les proches, etc., qui attendaient ce proto.
vous faites ce live. Ouais. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Parce que comment est-ce qu'on. Là, moi, je vois aujourd'hui, je suis dans vos locaux, c'est impressionnant, 500 mètres carrés, on y reviendra. Je vois le vélo, la qualité du vélo, etc. Je me dis, putain, c'est fait en France, localement, etc. Comment, comment est-ce qu'on passe de ce live-là, avec ce proto, à là où on en est maintenant? Bah, avec beaucoup de travail sur tous les sujets. Déjà, il a fallu le prévisionnel qu'on avait fait pendant le Startup Weekend, mais il a fallu l'affiner, hein, le rendre un peu plus consistant, travailler tout ça pour avoir une trajectoire un peu plus claire. Ensuite, trouver des partenaires bancaires, puisque nous, on a commencé, on n'avait vraiment rien, hein, on n'avait pas spécialement d'argent de côté. Et avec une dette de 2000 balles au grand-père. Avec une dette de 2000 euros au grand-père. Donc on est parti, voilà, il fallait trouver de l'argent pour. Alors on avait rentré un petit peu d'argent pour les précos, mais c'était dérisoire, hein. Ça permettait pas de financer une quelconque prod, mais voilà, il fallait trouver de l'argent pour acheter de l'outillage et lancer l'activité, quoi. Les premiers modèles, etc. Et on a eu quelques difficultés quand même à être suivi par un partenaire bancaire. Ça a été une belle expérience. On a eu tous les sons de cloche, pardon. Qu'on était trop optimiste, pas assez. Enfin voilà, c'était assez complexe. Et surtout, on a continué à vendre des vélos en parallèle. Donc la société n'existait pas. On a commencé à le photographier, on a fait des vidéos promotionnelles, on a diffusé sur les réseaux. Et puis, on a eu des prospects qui sont venus nous voir en nous disant c'est cool ce que vous faites, on est intéressé, comment ça se passe? Bah, tu peux l'acheter. Voilà. Donc, on a vendu des vélos. Tu peux l'acheter, on ne sait pas comment on va le faire, mais tu peux l'acheter. Alors, ça, on ne l'a pas spécialement dit, mais on lui a dit bah, tu peux l'acheter et puis tu auras un vélo. Ouais. Donc, ça a pris un certain temps. Mais on a des gens, des fous qui nous ont suivis dès le début, quoi, des early adopters, comme on dit. Yes, excellent. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a vraiment commencé, parce que voilà, quand on a été voir le partenaire bancaire, on avait, je crois, entre 25 et 30 vélos de vendus. Mais la société n'existait pas, on n'avait pas de financement bancaire. On avait déjà commencé à anticiper, c'est-à-dire que les premières ventes, on achetait des pièces avec pour produire les vélos, on avait lancé des prods de cadres en industrialisation, etc. Mais techniquement, on n'avait pas de financement bancaire validé et la société n'existait pas encore. Donc ça a été un petit peu pyramidal au début. Vous avez commencé par vendre des vélos avant que tout soit structuré. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Mais on a vendu des vélos avant même qu'ils existent, en fait, finalement, parce que Startup Weekend, il n'y avait que le nom, le design, il était dans notre tête et l'idée, on l'avait. Elle était assez précise, mais on n'avait rien à montrer, quoi. Donc on a surtout vendu avant même de faire quoi que ce soit. C'est beau parce que c'est rare. C'est vrai que c'était une approche qui était un peu différente, et c'est Cédric qui m'a surtout poussé là-dessus, parce que moi j'étais plus côté Indus. Ouais. Et donc pour moi, quand on vendait un produit, il fallait qu'il soit voilà, parfait, abouti, industrialisé, en stock, voilà, dans des conditions optimales. Ouais. Mais l'entrepreneuriat, fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. Donc Cédric m'a dit, t'inquiète, avec ce proto, on va vendre des vélos, et puis après on verra comment on fait pour résoudre les problèmes de prod. C'est un peu l'image de sauter de l'avion et de fabriquer le parachute en tombant. Ouais. Exactement. Mais on y arrive. Non, on y arrive, bien sûr. Finalement, on a eu un partenaire bancaire qui nous a suivis, on a eu le réseau Initiative Grand Annecy qui nous a aidés aussi dans le financement, sur l'appui du dossier, la constitution. Et puis surtout, on a travaillé comme des fous pour produire le premier lot de prod, communiquer. On n'avait qu'un seul vélo à montrer et à faire essayer. Hein. Le proto, je pense qu'on l'a monté et démonté 150 fois, puisque comme on avait un vélo personnalisable, on montait des configurations différentes. Excellent. De pneus, de selles, de phares, de fourches. Donc c'était un micmac sans fin. On démontait le vélo, on le remontait. Génial. J'ai le droit de le dire, tout ça? Ouais. Il n'y a pas de coupure. Donc, ouais, on a passé notre temps à monter et démonter ce vélo dans tous les sens pour qu'il ait l'air d'en avoir plusieurs. Ouais. Excellent. Cédric, tu te sens comment au niveau de la voix? Tu peux reprendre? Ouais. Merci Tristan. Je vous en prie. Hein. Pour une petite intérim. Cette aide précieuse. Je me demande si j'ai pas appuyé sur quelque chose.
Tu peux reprendre les problématiques douanières. Merci. Merci, Tristan. merci. C'est l'avantage d'être associé. Tu en as eu un bon exemple, mais beaucoup de gens se lancent seuls dans Ouais. des projets entrepreneuriaux. Ça fera partie des questions que je veux poser, mais c'est vrai on a une belle démonstration. Et aujourd'hui, avec Tristan, on est l'opposé l'un de l'autre sur certaines thématiques et certaines façons d'être. Mhm. On a les valeurs en commun et le projet commun qui est l'entreprise. Nous comparez souvent au yin et au yang, tu vois, le côté moi hyper optimiste. Mhm. Ça va bien se passer. On va se faire éclater, on va faire un live, on va se faire éclater, on va avoir grave de commandes. Et puis Tristan, plus terre à terre, oui, mais il faut fabriquer, il faut cintrer, il faut usiner, etc. Et ouais, cette chance d'être deux, d'être associés, de pas toujours être au même niveau d'enthousiasme, de difficulté, Se compléter. et se compléter en permanence. Ok. Et, Une vision commune et derrière. et toujours se tirer vers le haut, quelles que soient les galères rencontrées, parce Mhm. que il y en a un qui bosse sur un sujet, il a une galère, l'autre il bosse sur un autre sujet, et il y a un truc qui se passe bien, et puis du coup, alternativement, tu arrives à... Du coup, comment vous répartissez les rôles justement dans le business aujourd'hui là? Donc Tristan, conception, partie technique, suivi, et approvisionnement, d'où Mhm. les problématiques douanières qu'on évoquait. Enfin, les problématiques, ça fait partie du boulot. Et moi, plus la partie commercialisation. Ok. Et très souvent, enfin, commercialisation, marketing, communication. Le côté optimiste. On va faire un live, on va se faire éclater. Voilà. Marketing. Et en fait, ce qui est marrant, enfin, je sais pas si c'est marrant, on s'aide aussi l'un et l'autre sur ces sujets-là où on se challenge parce qu'on les maîtrise l'un et l'autre. Mhm. Donc, Tristan fait la conception, mais quand il finit une pièce et qu'il l'a dessinée, il m'appelle pour voir si c'est bon. Et moi, quand je suis en train de faire une gamme produit, bah, lui, il vient compléter et dire bah, on pourrait faire comme ci, comme ça. Et des fois, c'est même l'inverse. Je prends le téléphone, j'appelle son fournisseur, et puis lui, il prend l'ordi et puis il fait la gamification. C'est comme ça qu'on se complète. Voilà. Excellent. Chacun a ses responsabilités, mais chacun peut aider l'autre Ok. sur ses domaines. Il y a dans le modèle entrepreneurial où on est associé, il y a toujours cette question de gérance, co-gérance. Est-ce que vous êtes à 50-50 et comment... C'est quoi? Alors, factuellement, on est à 49-51 ou 51-49, mais je crois que ça n'a pas. Donc, on parle vraiment pour les grosses décisions. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais eu aucun impact sur ce qu'on avait à faire, du fait qu'on ait nos parties à gérer l'un et l'autre et qu'on ait notre objectif commun. Et après, on a un pacte d'associés qui protège le minoritaire. Ok. Donc, on l'a écrit, le pacte, de manière à ce que ce soit la boîte d'abord. Ok. Donc, en gros, s'il y en a un ou deux qui dit je fais de la merde, qu'il est 49 ou 51, dans tous les cas, pour l'associé restant, ça sera la boîte qui sera sécurisée. Ok. Très bien. Donc du coup, c'est la boîte, puis l'un ou l'autre en fonction de... Et c'est des choses où vous avez réussi à parler librement dès le départ, ou est-ce que vous avez été conseillé, ou parce que c'est souvent, on le rencontre souvent, c'est des erreurs basiques, on va dire, c'est-à-dire que, enfin, et assez logique, il y a cette euphorie de création d'entreprise, etc. On est content, alors voilà, on fait un beau vélo, on voit une On l'a fait tout de etc. suite. Ok, tout de suite c'est quelque chose, mais pourquoi, qu'est-ce qui est... Parce qu'on avait... Le projet Bicycle, pour nous, c'est un projet qu'on avait envie d'inscrire dans la... C'est un projet de vie, donc un projet qu'on avait envie d'inscrire dans la durée. Et il faut être capable de se projeter sur tout ce qui peut arriver à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tout ce qui peut mal se passer, quoi. Tout ce qui peut mal se passer. Ouais, et on bien. a un avocat qui nous a exposé toutes les situations possibles. Ouais. Il peut se passer ça. Au moment où je m'associe avec Tristan, il annonce en même temps à son entourage qu'il va être papa. Donc tu vois, tu rajoutes de la famille, du patrimoine, on a un SARL, comment tu te protèges de ça, tout ça, fallait le mettre à plat. C'est un des premiers trucs qu'on a fait. Ouais. Ok, intéressant. Donc là, tu fabriques un vélo à Annecy, enfin fabriqué à Annecy en local.
comment tu te positionnes par rapport au marché chinois, au marché américain? On en parlait hier, il y avait un gros acteur américain qui fabrique en Chine. Ouais, à ce moment-là, la Chine, le fat bike chinois, il est inexistant. Ok, On est vraiment au tout début, tu vois, ce que tu vois dans la rue, les Deliveroo et compagnie, ouais, où ils sont tous en fat bike, parce que le fat bike, c'est le meilleur vélo du monde. ouais. Les Chinois, Pourquoi? ils l'ont bien compris. Bah, les gros pneus, la tenue de route, le côté compact, tu t'arrêtes au feu, tu mets les pieds par terre. C'est Mhm. des mini-scooters, c'est des mini-motos. Le confort. Ouais, Mhm. pour moi, c'est l'avenir de la mobilité à deux roues Ok. dans le monde, parce que ça remplace une bagnole, ça remplace un scooter. Mhm. Ce que les gens ils voient pas quand ils voient ces fat bikes rouler, je parle pour les fat bikes Mhm. chinois, parce qu'il y en a que ça dérange, hein. On a des élus locaux qui sont agacés par le fait que tous les gamins en Deliveroo ils roulent sur des chinoiseries, des Mhm. fat bikes chinois. Au Mhm. début, moi ça m'agaçait aussi, mais en fait je me dis, mais ces vélos ils ont remplacé les scooters Ouais. de temps Qui font un bordel pas possible, qui puent. qui n'existent plus. Ouais. T'en vois plus en ville, tu vois plus t'as quelques Dominos ou Sushi C'est Shop vrai. qui C'est ont vrai, c'est encore vrai. 2-3 scooters sur des parkings et qui livrent. Mais quand tu habites en ville, l'été, t'es tellement heureux de plus les entendre, ces Ouais. scooters. C'est vrai, c'est vrai. Et pardon, du coup, Mais ta question donc du c'était coup, à ce la moment-là, Chine. ouais, à ce moment-là, toi, est-ce que là, quand tu te lances comme ça, est-ce que tu te Les... dis je suis seul, j'ai un boulevard, ou est-ce que tu as déjà de la Bah, on concurrence regarde le qui. marché, on en a un gros en face de nous, on en a plusieurs, mais le principal c'est Super 73, c'est des Américains, ils sont Mhm. en Californie. Eux, ils ont 3 ou 4 ans d'avance Mhm. et donc ils produisent le vélo en Chine. Ils sont à leur troisième version, donc ils ont déjà un produit abouti. Donc nous, on arrive, il faut qu'on ait un truc au moins aussi bien qu'eux. Mhm. Et à l'époque, comme ils ont énormément de demandes, bah, les prix chez eux, ils montent. Ok. Donc un vélo à 2005, il se transforme en un vélo à 3000, puis 3005, puis 4000. Et nous, en face, on a notre objectif de produire un vélo à 2005. Et le concurrent en face qui dit bah moi je vais faire le même vélo qu'avant à 3000, et nous on se dit bah tiens, on a 500 balles de plus pour faire la même chose, et Mhm. puis après ils montent encore les prix et nous on se dit bah c'est bon, en fait à 4000 euros Mhm. on est distribuable, à produit équivalent on est distribuable, on sait laisser de la marge, on sait gérer les SAV, on sait faire tourner la boutique. Euh, S'ils étaient restés à leur prix qui était ultra attractif, parce qu'ils avaient un prix d'appel qui Mhm. était Vous voulez capter le marché. ouais, Mhm. s'implanter dans toutes les boutiques, inonder le marché, etc. Ils l'ont réussi avec cette avance Mhm. et des moyens aussi, parce qu'ils ont levé 60 millions d'euros. Ok. Quand nous, on en emprunte 90 000, 3 ans d'avance, Ouais. levée de fonds, et nous, en face, bah, on essaye de concurrencer ça. Euh, on arrive sur le marché avec d'autres moyens, mais un vélo aussi bien, et Mhm. on fait des ventes, et on est assez rapidement concurrentiel Ok. sur ce marché, les 2 premières années. Mhm. Il y a eu un effet inverse, c'est que le marché du vélo, après le Ouais. sortie Covid, il a Ouais. fait C'était ça, et terrible. puis Ouais. derrière, c'est parti dans l'autre sens, et c'est reparti en négatif. Mhm. Et là, ce même concurrent, contre qui on est capable de se battre à armes égales sur une période de 6 mois, donc on Mhm. passe de 80 vélos produits, vendus la première année, 120 la deuxième, à bah, on va aller chercher des parts de marché, mais en face de nous, le concurrent, il fait moins 25% de remise. Donc ce même Ok. produit à 3000 qui est devenu un produit à 4000, où nous, on arrive à faire la Mhm. même chose à 4000, bah, lui, d'un coup, il dit moins 25. Donc, Parce qu'il a du stock, parce qu'il doit vendre. parce Il qu'il a a. trop de stock Ouais. et qu'il a plus les ventes en face. Ok. Et là, tout le monde nous dit, mais pourquoi vous êtes à 4000 alors que l'autre, il est à Mhm. 3000? Et il va plus loin, il commence à faire du moins 50. Donc Ok. c'est-à-dire que là, tu n'es plus à un vélo, je vais te passer les détails, mais en prix de fab, marge commerciale, frais de fonctionnement Mhm. d'activité d'entreprise, etc. À 3000, on était à l'équilibre. À 4000, on pouvait se déployer, se Mhm. développer et être distribué. Et donc en face de lui, on était bien. Quand il redescend à 3000, ben nous, si on descend à 3000, on est mort, on Mhm. travaille pour rien. Mhm. Et là, quand il commence à faire du moins 50%, Bah, tu peux pas. ben là, la question que tu te poses, c'est pourquoi il continue à vendre des vélos? Mhm. Donc on comprend effectivement qu'ils commencent à être en difficulté Une autre logique, ouais. Il a une autre et qu'ils logique. sont en mode déstockage. Mhm. Donc sans le dire, il y a des opérations commerciales sous couvert de Black Friday, Mhm. Halloween, Ouais, Noël, ouais, ouais, bien sûr. janvier, je sais pas Mhm. quoi, mars truc. Et là tu dis, mais les mois qui défilent, et nous en face de nous, notre produit, il est dévalué de moitié
Mais toi, tu sens que tu perds de la vente à ce moment-là? Ah bah, on était en train de grappiller des parts de marché et ce qu'on constate à ce moment-là, c'est que on arrive à maintenir un niveau de vente. Mhm. C'est-à-dire que plus on en vend, plus il y en a qui en veulent et Mhm. plus il y en a qui nous font confiance sur le fait que c'est local, que c'est de la qualité, que c'est Mhm. des beaux produits. Et du coup, ça s'équilibre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le marché s'effondre, nous, on prend des parts de marché et du coup, on garde Ok. un niveau de vente constant. Mhm. Donc, c'est pas qu'on perd des ventes, c'est qu'on n'arrive pas Progresser. à progresser, Ouais. à rester sur la Mhm. trajectoire qu'on s'était visée. Et à ce moment-là, ben, comme sur la trajectoire, on a aussi recruté Mhm. et qu'on se retrouve avec, donc entre première année, deuxième année, troisième année, tu fais du chiffre, un peu plus, un Mhm. peu plus. On est à plus 25 sur les 3 Mhm. premières années. Là, on fait une quatrième année ISO l'année précédente, Ok. mais avec plus de masse salariale. Ouais. Donc nous, on n'a pas levé de fonds, Mhm. on doit des sous à personne, Mhm. mais on a un niveau de trésor en face, de la vente de vélos qui nécessite toujours plus de stock, toujours plus de Mhm. flux, toujours plus de trésor, plus de monde dans l'équipe. Mhm. Et c'est là que tu as des décisions à prendre. Mhm. Si on baisse le prix, on baisse la marge, et à la fin, on bosse pour rien. Mhm. Donc nous, on décide de maintenir nos prix, donc nos ventes, elles se stabilisent, Mhm. et la décision qu'on doit prendre à ce moment-là, c'est licencier. Ok. Donc on passe de deux associés à un salarié. Mhm. On embauche parce qu'on est dans une période de croissance, on est 4. On a un apprenti aussi, donc tu vois, ça fait 5 Mhm. personnes dans l'équipe. Et pendant qu'on est débordé et qu'on a des commandes à livrer Tu décides de réduire l'équipe, quoi. et qu'on est bien Mhm. occupé et qu'il faut optimiser le produit pour qu'il coûte moins cher à produire et les coûts de prod et le design. On fait une refonte du vélo, donc on bosse comme des fous pour passer de notre proto qu'on a industrialisé en une nouvelle version qui Ok. doit être beaucoup plus répétable et moins chère. Et dans cette période-là, il faut qu'on annonce un licenciement. Dur. Ouais. Et je t'en rajoute une. On est en bail précaire, donc on est dans d'anciens locaux. Ok. Et au même moment, il faut aussi qu'on annonce à un banquier qu'on a besoin d'acheter un bâtiment. Ok. Voilà, tu as le paysage de Ok. l'année 2024. Ça, c'est en année 4. Ouais, en année 4. Ok, dur, quoi. A priori, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, mais à ce moment-là, ouais, tu te dis, en fait, c'est soit tu mets tout sur la table, Mhm. soit t'arrêtes. Mhm. T'arrêtes avec 30 000 euros de dette ou t'en reprends Mhm. 500, 600 par-dessus et tu continues d'y croire. Moi, à ce moment-là, je vends mon appart. Mhm. On a besoin de payer les frais de notaire de l'achat du nouveau bâtiment. J'ai pris la différence entre le prix que j'ai acheté mon appart Mhm. et vendu mon appart, ma plus-value, etc. J'ai tout remis dans la boîte. T'as tout réinvesti, quoi. J'ai tout réinvesti dans une boîte où, du coup, on était aussi en train de licencier Mhm. une personne. Ça nous a permis de passer l'année 2024, d'intégrer des nouveaux locaux, Mhm. commencer les travaux avec un nouveau modèle plus accessible, avec une nouvelle gamification, de nouveaux fournisseurs, du prix plus attractif, Un nouveau départ, quoi. plus de parts de Mhm. marché, un marché qui se stabilise. Et là, on est en 5e année et on fait notre plus grosse année. Donc on est revenu au chiffre de l'année 3. Mhm. Et au mois d'août, on faisait les chiffres de l'année 3. Donc tu vois, il nous reste Excellent. encore octobre, novembre, décembre. Donc, Mais tu renoues c'était avec la croissance, du coup, sur la 5e année, tu renoues avec la croissance. Nouveaux locaux. T'as embauché, nouveau? non. Non? Ok. Donc on a plus de boulot, on est moins pour le faire. Après, on forme des gens. Là, on s'est associé avec une école qui fait de la réinsertion pro. Du coup, on a un contrat d'insertion. Donc on a une personne de plus, mais qui est là la moitié du temps. Et on est passé sur un format freelance également. Ok. Donc on a des freelances, tu en as croisé un tout à l'heure, il y en a un deuxième. Et eux, ils viennent à la demi-journée ou à la journée sur les coups de bourre. Ouais, top. Et du coup, on est devenu un peu plus flex. Plus agile, quoi. Et c'est aussi lié à la saisonnalité. Tu vois, Mhm. aujourd'hui, recréer un poste, je suis encore un peu frileux parce Mhm. qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On en est plus à mettre l'accent sur l'automatisation, On en parlait, ouais. l'optimisation du temps qu'on passe à gérer la boîte, la partie invisible de l'iceberg où il Tout à faut fait. qu'on optimise. Et ouais, là, je suis content d'être en 2025 et j'ai hâte d'être au bilan parce que je sais que on va faire une belle année
à notre niveau, parce qu'on Mhm. reste un tout petit fabricant de vélos. On parle de voilà, 120, 150 vélos fabriqués chaque année. Mais ça sera notre 5e année à l'équilibre. Je touche du bois ou en résultat positif, puisque dès la première année, on faisait déjà du résultat. On a fait un équilibre en année 4. On a fait notre touchette, comme on aime le dire. Et puis là, ça repart. Excellent. Du coup, 2025, tu renouvelles avec la croissance. Tu dis 120 vélos vendus par an. Est-ce qu'il y a des ambitions? Ouais. C'est quoi? Alors, on s'appelle Bicycle Europe, Ok, de base. d'accord. Aujourd'hui, notre marché, il est national. Il est avant tout local. On parle de 600 vélos produits en 5 ans. Ok, c'est beau. Ouais, ouais, un peu plus même. Il y en Surtout a que 150 sur Annecy. je le dis, waouh, beau. Je le dis parce qu'on ne se rend pas compte, mais moi j'ai visité les ateliers. On est loin des chaînes de montage automatisées avec des robots, etc. Ouais. On est vraiment sur quelque chose d'artisanal, quoi. Ouais, il faut qu'il y en ait un qui sorte tous les 2 jours, Voilà. en gros. Donc ça laisse imaginer un peu, je pense, l'attention qui est portée au vélo, etc. Mais même la difficulté, parce que ça n'a rien à voir avec un vélo chinois, quoi. Ouais, complètement. Mm. Et parce qu'il y a la notion de personnalisation Mm. aussi. Enfin, tu te fais le vélo que tu as envie d'avoir avec les options que tu veux, la Mm. couleur que tu veux, etc. Ça demande un peu de temps à comparer. Voilà, le Super 73 fait de la Dacia et du Renault pour tout le monde. Et puis nous, derrière, on fait de la Porsche bien finie, bien Bonne comparaison. Donc, si vous voulez acheter du Dacia, c'est Super 73. Si vous voulez voilà. une belle Porsche, ce sera du Michael. Et puis maintenant, on a l'antériorité, puisqu'on a des youtubeurs qui ont pu tester, des propriétaires de Super 73 qui sont passés sur Bicycle et maintenant qui n'hésitent pas à laisser des avis en disant mais c'est incomparable. Ok, Parce que maintenant, cool. vu qu'on a dû maintenir notre niveau de prix par rapport à ce que les autres avaient baissé, ben nous on est monté en qualité, en finition, en confort, en tenue de route, en niveau de pièce, etc. Et aujourd'hui, la différence de prix entre le concurrent à son niveau de prix actuel et aujourd'hui, c'est que nous, on a un vélo qui est 2 fois mieux. Maintenant qu'ils vont un peu mieux, ils sont en train de remonter leur prix, donc ils vont rattraper notre niveau de prix. Tant mieux. Mais nous, on aura un vélo de qualité supérieure à un prix ISO au leur. Ok, Donc excellent. là, le but, c'est casser la baraque avec nos parts de marché en croissance au niveau européen. Donc maintenant qu'on a un modèle qui fonctionne, qui plaît, qui est fiable, sur lequel on a vraiment très très peu de retours qualité, bah, le but c'est de faire grow up le Et modèle. prochain pays, du coup? Belgique, Ok, Benelux. Enfin, ok. c'est Francophone, quoi. ouais, francophone, c'est plus simple. Suisse. Et après, on a de l'attrait. On sait qu'on a de l'attraction côté Allemagne, avec d'autres problématiques d'homologation. Puis comme nous, on a les normes européennes et les normes françaises. Les Allemands, ils ont leurs normes allemandes. Ok. Donc voilà, on est en train de bosser dessus. Ça, c'est pour la partie développement de l'existant. Et après, amélioration de l'existant, on a un nouveau modèle qui est sorti des cartons. Ça fait un moment qu'on dit qu'il est dans les cartons. Il est en prod en ce moment et c'est un cadre ouvert. Donc là, derrière toi, tu as une photo d'un couple sur un bicycle. Il faut imaginer la même chose, mais avec un col de cygne. Donc plus la batterie entre les jambes, mais vraiment un vélo beaucoup plus mixte. Ce qu'on appelle un enjambement bas avec la possibilité de passer les jambes devant. On change de style, donc du coup on s'éloigne un peu du style moto, quoi. Ouais, Peut-être plus tout public, peut-être. on sera plus orienté scooter. Ok, Tu vois, Dolce Vita, Ouais. Vespa, vraiment avec un design. Excellent. Ah, top. Ce que le bicycle que tu connais aujourd'hui est à la moto, bah, le nouveau modèle le sera au Vespa. C'est vraiment une inspiration. Et voilà, toujours dans l'ADN, toujours avec le côté biplace fonctionnel, customisable. Donc dans 5 ans, l'Europe. Ouais. Est-ce il y a une ambition, je sais pas, d'expansion, nombre de vélos? Est-ce que tu veux devenir un gros fabricant de vélos made in France? Ou c'est quoi un Moi, fabricant mon européen? seul objectif, il n'est pas sur la croissance, il est sur la satisfaction client et sur la qualité. C'est-à-dire que si demain on plafonne à 1000 vélos par an, et cette quantité de vélos, tu restes microscopique à côté de gros fabricants comme Moustache et compagnie, la seule condition pour moi, c'est que le client il garde ce niveau de qualité, ce niveau d'exigence en entrée. Nos objectifs, ils ne sont pas en volume, ils sont
voilà, en satisfaction client. Et est-ce qu'aujourd'hui, si tu regardes 5 ans en arrière, est-ce qu'il y a 5 ans, quand avec Tristan, vous avez démarré l'aventure, quand vous montez sur ce premier proto un peu brinque-ballant comme ça, est-ce que tu t'es dit, OK, dans 5 ans, on en est là? Est-ce que tu es Alors, là où tu pensais être? il y a 5 ans, le proto, il n'était pas brinque-ballant. Ouais, Le truc, il est sorti bijou, OK, first try. OK. Il roule encore, parce que c'est un gars d'Annecy qui a acheté le tout premier exemplaire. Et les 10 premiers qui ont suivi la première série, elle est encore en circulation aujourd'hui. C'est des vélos qui roulent au quotidien. Il y en a durables. qui ont 10 ou 15 000 km. Mhm. À cette époque, quand on fait le prévis, effectivement, on s'était dit, vas-y, 50 la première année, 100 la deuxième, 200 la troisième, 400 la quatrième Mhm. et 800 la cinquième. Par an? Par an, Ah oui, d'accord. on y est presque, Ouais, mais en cumulé. oui, voilà. Entre les deux, ouais, la vision marché, on l'avait pas. Le côté Mhm. exponentiel des ventes, on le voyait sur une trajectoire. Et puis les projections, elles étaient plutôt en mode en pointillé. C'était une ligne droite, quoi. C'était en Mhm. croissance, le marché, les Européens, les Français. Ouais, ouais. Et en fait, quand tu regardes la part modale, si tu fais Mhm. tu recules un tout petit peu, et la part modale, elle est passée, d'utilisateurs de vélos en ville, elle est passée de 7 à 13%. OK. C'est énorme en Mhm. quantité de vélos mis sur le marché. Mais autant de vélos neufs vendus, c'est autant de vélos d'occasion au bout de 2 ans. Et du Ils sont coup, tu remis. as, un cycle qui se fait. Et après, on va arriver dans la période où il y aura du renouvellement de vélos. C'est-à-dire que Mhm. les gens qui ont un vélo depuis 5 ans, ben, c'est là qu'ils vont acheter un nouveau vélo, mais ils vont aussi le mettre sur le marché de l'occasion, l'ancien. Comme on fait un vélo durable, ben, nos vélos, ils disparaissent pas de la carte, quoi. Oui, bien sûr. Ils repassent sur cette partie occasion. Euh, je me sens pas moins bien là où on est aujourd'hui que ce qu'on avait projeté il y a 5 ans. La différence, c'est être propriétaire des murs. Mhm. Ça, on ne l'avait pas écrit OK. parce que c'était pas un objectif. Mhm. On a commencé dans un garage au sous-sol d'une banque avenue de Genève. On s'est lancé dans un bureau partagé avec des copains, à louer toujours un box de plus, un box de plus, un Mhm. box de plus pour arriver à avoir 70 mètres carrés. Ensuite, on a déménagé dans un local qui était dans une zone désaffectée. Mhm. Bail précaire pendant 3 ans. On s'est retrouvé au milieu d'un no man's land dans Annecy, Ouais. un no man's land de 8 hectares avec OK. un château d'eau. Je te montrerai Ouais. les images. Et là, on avait 360 mètres carrés, donc on a pu grandir dans ces locaux Mhm. qui étaient financièrement hors de notre portée si on avait dû être ailleurs. Mais là, les conditions faisaient que on avait la possibilité de faire grandir la boîte dedans. Et comme c'était du précaire, au bout de 3 ans, il fallait un plan B. Mhm. Et le plan B, il s'est transformé en on vient louer un petit bout de cet espace auprès du propriétaire qui nous a vendu les murs. Et au fil de la discussion, on se rend compte qu'il y a des travaux, qu'il y a des frais à prévoir, etc. Et on en vient à lui faire une proposition pour acheter le local. Tout ça, ça aurait été impossible sans la banque, Mhm. sans la confiance que tu crées avec ton partenaire bancaire. Et ouais, je crois qu'on est assez fiers d'être là où on est aujourd'hui parce qu'on a réussi à le faire avec peu de moyens au Rien. début, mais du travail. Et Un peu de love money et une grosse envie, ouais, quoi. on parle de 2000 euros, on les a rendus. Et Ouais. mon grand-père, c'est le premier à avoir eu un TS tout suspendu. Génial. Voilà, les sous qu'il a mis au lancement lui ont permis, au bout Ouais. d'un ou 2 ans, de repartir avec Génial. un, un vélo aussi. Donc, on a réussi à les rendre. Si on reparle juste du produit, il y a un point qui m'intéresse. Donc aujourd'hui, c'est Made in France, Made in Annecy. Oui. Bon, pas tous les composants évidemment, parce que c'est impossible. Et puis j'ai vu du Magura, etc. Ouais. J'imagine que bon, tu peux pas faire du 100% Made in France. Est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN de Bikeul, ou est-ce que demain, ils peuvent être assemblés dans un autre pays d'Europe ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça fait partie de... Ouais, je pense que l'assemblage et la fabrication du cadre, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec nos partenaires locaux et nos équipes, on le gardera toujours. Ok. Pour ce qui est de la provenance des pièces, il ne faut pas se leurrer. Tu achètes une roue en Europe, Mhm. les rayons ont été faits en Chine,
les Mhm. têtes de rayon, le moyeu, les roulements, le fond de jante, Mhm. le cerclage. Tout a été fait en Asie. On Mhm. préfère aujourd'hui acheter le composant fini en Asie Mhm. et l'importer plutôt qu'importer un tas de pièces et le faire Ouais. assembler en France, parce que du coup tu te mets à mettre de la valeur ajoutée sur du travail qui est fait en externe et c'est déjà compliqué de trouver un équilibre Bien sûr. en assemblant le produit et en fabriquant le cadre. Donc on fait des choix. On préfère acheter une très bonne jante en Chine Mhm. que des composants médiocres qu'on fait assembler en France. Ok. Du coup, voilà, on a fait ces choix pour la batterie, le moteur, Ok. les roues, miser sur la qualité et le cahier des charges qu'on va Mhm. faire avec le fabricant asiatique qui est leader et qui a tout pour faire hyper bien. Mhm. On prend ces composants et on vient les monter en France. Donc ça reste nos cahiers des charges. Euh, à prix équivalent, on fera forcément moins bien en France si on fait produire nos roues, nos Mhm. moteurs en France et on veut que le produit reste accessible. Ok. C'est quoi la plus grosse galère que tu as rencontrée dans ton aventure jusqu'à maintenant en 5 ans c'est quand même pas anodin de fabriquer un vélo. Euh, Moi, je trouve ça épatant. Je pense que toi, tu le vois peut-être plus parce que tu es dedans. Mais sincèrement, se dire, putain, il y a un fabricant de vélos à Annecy qui fabrique des vélos de A à Z, de la recherche et développement, etc., jusqu'à la commercialisation, c'est impressionnant. Mais ça doit engendrer un tas de galères. C'est quoi celle Est-ce qui te qu'il y en vient a comme ça? une qui est plus importante que les autres? En fait, je crois que l'entrepreneuriat, c'est une galère. L'entrepreneuriat, c'est une galère. Très C'est-à-dire bien. que non, mais tu rentres dans une mécanique où ton métier, c'est résoudre Des problèmes. quotidiennement des problèmes. Mm. C'était un peu quand j'étais salarié, ce que mon patron me présentait en disant il est responsable de tout ce qui se passe mal. Mhm. Mon boulot, c'était ça en tant que salarié. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en entreprise, c'est pareil. Maintenant que j'ai ma boîte, tu ouais, es là pour résoudre des problématiques. La première problématique, et celle qu'on résout, c'est le client a besoin de s'acheter un vélo parce qu'il veut se déplacer en ville, dans une ville où le stationnement est compliqué et la circulation est compliquée. Donc le fond même de l'entrepreneur, c'est résoudre une problématique. De mobilité. Marché, Mm. client, de mobilité. Et après, les autres problématiques, c'est comment on le fait de manière viable, économique, rentable. Ça répond pas à ta question. Non, non, mais c'est très intéressant quand même parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent l'entrepreneuriat, mais il faut quand même s'attendre à passer beaucoup, beaucoup de temps à gérer plein de petits problèmes qui sont moins passionnants que Ouais. ce à quoi on s'imagine. Je pense que c'est important de le dire. Mais là, la question, c'était plus, est-ce que tu avais une anecdote sur une problématique majeure que tu as pu rencontrer Moi, le truc que j'ai le plus mal vécu, c'est le licenciement. Ok. T'écris une histoire Mhm. parce que tu t'entreprends et voilà, tu donnes une trajectoire et tu sais que tu mets des moyens en face de solutions, tu résous des problématiques. Et ouais, je pense que ce que j'ai le plus mal vécu, c'est quand l'histoire que tu as envie de raconter, elle se passe pas comme tu l'as prévu. Et qu'à un moment, ouais, tu sais qu'il va falloir prendre des décisions qui ont un impact sur les personnes qu'il y a derrière. C'est vachement plus valorisant et facile de dire à un salarié dont tu es fier et avec qui tu es content de travailler, de lui dire, bah, écoute, on t'augmente. Mhm. Et tu vois, à chaque fois qu'on peut le faire et qu'on arrive à le faire, on le fait parce qu'on a des équipes qui sont vraiment formidables. Ou quand on paye un prestataire et qu'il nous dit, bah, je suis désolé, moi, au niveau tarif, cette année, je vais devoir augmenter un peu mon prix sur tel ou tel truc. Il y a de la matière, il y a des charges, il y a des trucs. Tu es vachement plus heureux Mhm. quand il faut te donner un peu plus de thunes, Mhm. même si tu en as moins pour toi, tu trouves, voilà, c'est des Cercle problématiques. vertueux. C'est pas dans le sens de l'histoire de licencier quelqu'un. Enfin, du moins pour nous dans la boîte, c'était pas ce qu'on voulait. Ça t'a impacté, quoi. Ouais, tu vois, je t'en parle encore alors que c'était l'année dernière. Hein. Mais ouais, c'est pas cool. Surtout quand c'est pour des raisons économiques. Aujourd'hui, la boîte, elle est encore là et elle va bien parce qu'on a pris cette décision. Et à l'époque où on prend cette décision, on sait que si on la prend pas,
la boîte, elle ira vachement moins bien et assez rapidement, parce que les charges salariales, tu vois, tu as le salaire net que va toucher le salarié, mais derrière, tu as tout le reste. Tout le coût que représente Ouais. le salaire. Et ouais. puis, c'est le coût sur un mois. Mm. Mais quand Ça tu se fais un répète. hiver blanc parce que tu n'as pas assez de ventes et que Mm. bah, tous les mois, tu sors cette somme d'argent. Mm. Et la seule variable d'ajustement, c'est Tristan et moi. Mm. Donc, nous, nos REM, elles ne dépassent pas celles des salariés. Mm. Si tu commences à te payer moins Ouais. et que, voilà, que tu fais reposer sur ton foyer les actions que tu n'as pas prises, les décisions que tu n'as pas prises et que après ça impacte ton entourage, c'est pas ouf, quoi. Toi, t'as pas d'enfant? Non. Je sais pas si tu es marié ou... Je suis paxé Ok. depuis cet été. Félicitations. Merci. Comment tu gères Tu sais, moi j'aime bien dire on a plusieurs temps dans une vie. On a le temps professionnel, Ouais. on a le temps pour la vie privée, on a le temps pour soi, le temps Ouais. personnel. C'est 3 temps différents. Comment est-ce que tu gères ces aspects-là? Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre? Est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que tes proches, ta compagne se plaint de ton excès de travail? Comment ça? Bah, tu vois, un jour, j'ai discuté avec un ancien Ouais. qui m'avait parlé de ce triangle. Mhm. Tu vois, vraiment, il me l'avait représenté en me disant si tu passes trop de temps dans ton travail, comme tu dois aussi passer du temps avec ton entourage, et ben, c'est toi que tu vas oublier. Et si tu passes du temps pour toi et que tu passes trop de temps dans ton travail, c'est ton entourage que tu vas oublier. Et du coup, bah, si tu t'occupes que de ton entourage et de toi-même, bah, ton travail, moi j'ai toujours été dans la case trop de travail. Ok. En tant que salarié, avec une notion dans le prototypage. Tu bosses pour le cinéma, tu bosses pour des marques qui attendent. On bossait pour des constructeurs de motos qui avaient besoin de proto. Ils te filent le dessin le plus tard possible et puis il faut filer le proto le plus tôt possible aussi parce qu'il y a des contraintes commerciales, etc. Donc moi, mes 8 premières années de carrière en tant que salarié, c'était plus je suis dans la boîte, plus j'y passe du temps, plus je suis sûr de résoudre toutes les problématiques et mieux je me porterai. Donc, tu as Pour toujours été un bourreau de travail, quoi. Ouais, pour avoir une vie à côté, bah, je m'oubliais. Ou pour ne pas m'oublier, j'avais pas de vie à côté de manière alternative, donc ça fonctionnait pas du tout. Je déconseille à tout le monde de trop travailler. Et en montant la boîte, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on s'est associé avec Tristan, c'est qu'on s'est dit, viens, on se remet au milieu de l'équation. Comment on fait pour travailler normalement? Essayer de passer que 35 heures par semaine dans la boîte. Et ben, la première chose qu'on a fait quand on a recruté, c'est qu'on a recruté un mec en lui disant tu seras là de telle heure à telle heure et t'as pas le droit de rester plus longtemps. Alors au début, le mec il dit non, mais quand même, je peux. S'il y a un truc qui n'est pas fini, je finis. Et vraiment, on faisait cet exercice de dire qu'est-ce que tu fais encore là? À l'inverse de, tu vois, le patron qui va dire ah, t'as pris ton après-midi, machin. Le premier salarié qu'on avait, il était à 40 heures. Et il restait plus longtemps, c'est Nico, je le remercie parce que c'est grâce à lui qu'on a pu démarrer. Et après, il est reparti bosser en Suisse. Le marché du travail est compliqué sur Annecy. Pour recruter, c'est compliqué. Mais voilà, on était sur un format 40 heures. Et on essayait de s'y tenir vraiment à ne pas laisser déborder ce temps. Quand on a recruté Cédric, qui est le deuxième mécano après Nicolas, on s'est dit, bah, viens, on réduit encore plus ce temps de travail. On se met à 35 et à 35 heures effectives. C'est-à-dire qu'à 9 heures, il commence sa journée. Il a choisi de manger en 30 minutes. Ça lui va bien. Lui, il pose ses gamins à l'école. Il commence à 9 heures. Il finit à 16h30, 16h45 en fonction de la durée de sa pause. Et quand il se casse, il a fini sa journée. Mais on ne viendra jamais lui demander 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, 15 minutes de plus. Et le fait d'avoir tous les salariés qui se barrent à l'heure, toi, t'as pas envie de rester. Toi, t'as pas envie de rester. Ouais. Et du coup, bah, tu es efficace dans le temps où il est là et où ils sont là. Et tout le monde reste dans ce temps de travail. Et toi, tu arrives à couper, c'est-à-dire que quand tu pars, quand tu quittes l'atelier, est-ce que je pense que je connais déjà la réponse, mais en tout cas, est-ce que tu arrives à couper? Est-ce que tu... Je pense beaucoup mieux maintenant qu'il y a 4 ans. Je pense qu'avant, je me levais bicycle, je vivais bicycle, je mangeais bicycle, je dormais bicycle. Je suis pas moins efficace aujourd'hui où je le fais beaucoup moins. Il y a un équilibre à trouver.
Il n'y a rien qui J'espère. t'empêche de dormir Rien. Moi, le soir, je vais me coucher, je m'endors. Même pas la trésorerie? Non. Ok. Ça, c'est Non, des non. choses qui empêchent de dormir généralement. Ouais, La mais en fait, trésorerie. de pas dormir, ça va pas recréer de la trésor. C'est vrai. Je sais que Tristan, ça l'empêche de dormir. Du Ouais. coup, c'est des problématiques où, voilà, je viens pas le titiller avec. Et puis, moi, j'ai plus cette partie gestion, justement, trésor. Et quand lui, il a des gros achats à faire, et ben, on pilote parce qu'on sait où en est toujours la trésor. On a 3 mois de visibilité en fonction des échéances qui arrivent, etc. Bah forcément, à l'instant T, tu dis, OK, si je règle les 3 mois qui arrivent de facture, bah, je suis à zéro ou je suis en négatif. Mais entre-temps, tu as des commandes qui sont censées rentrer. Et moi, j'ai cette gestion de la trésor. Et après, c'est les partenaires bancaires. Tu as des problématiques de saisonnalité, tu as besoin de plus de pièces parce que tu sais que tu vas vendre plus de vélos. On passe un coup de fil à la banque, on a des lignes de trésorerie qui existent. Moins on s'en sert, mieux on est heureux, mais des fois, il ne faut pas avoir honte de se dire... Ça fait partie du business model. Vu que Ouais. tu n'as pas levé des millions comme Super 75. Ouais, donc de temps en temps, ben, on débloque des lignes de trésor et puis quand il faut les rendre, eh ben, on est content de pouvoir les rendre et puis Ça, je dis pas. ça se passe toujours bien et voilà, après faut pas l'oublier, le banquier, moi je pensais que c'était une épreuve à franchir, tu vois, de la banque, avoir ton prêt et après tu le revoyais plus jusqu'à la fois d'après. Aujourd'hui, le partenaire bancaire, il fait partie du projet d'entreprise et je pense que c'est pour ça qu'on a été suivi pour l'achat du bâtiment et plus récemment, la même année, l'achat de mon appart en perso aussi. Donc, tu vois, tu as cet équilibre perso-travail. Ok. Comment est-ce que tu t'inspires ou tu t'instruis? Comment est-ce que déjà, est-ce que quand on est entrepreneur, on progresse toujours par rapport aux défis qu'on a quotidien. Mais est-ce que tu as une source d'inspiration, je sais pas, des podcasts, des livres ou des choses comme ça que tu pourrais... J'en écoute pas. D'accord. J'ai dû en écouter 2-3 pendant les travaux. Moi, c'est la rencontre qui m'inspire. On est fait des gens qu'on fréquente. Et j'ai des gens hyper inspirants dans mon entourage. On a mangé avec Laura Lisée hier, par exemple. Et je pourrais en citer plein d'autres. Le Startup Weekend, j'organise cet événement parce que je sais que pendant ce genre d'événement, je peux rencontrer des gens incroyables. Je ne vais pas tous les citer pendant le week-end, mais Florence de Datagram, Cédric Fouché, les quelques échanges qu'on a eus, tu as envie de les revoir et de rediscuter, de te remettre autour de la table et notre rencontre aussi. Enfin, tu vois, c'est des choses où, pour moi, c'est la source d'inspiration, elle est là, c'est les autres. Ok. Je sais pas si on l'entendra, mais on a du perçage. Est-ce que c'est l'étanchéité? Non, je pense pas. Pas le perçage. Bon, ça fait partie On l'entendra pas. Ouais, je pense pas. Ok, très bien. On arrive au bout du podcast. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la fabrication de vélos, par exemple, même si ça te créerait un concurrent, mais je veux dire, est-ce que ce qui a l'air, parce que ça a l'air impossible, comme ça vu de l'extérieur, est-ce que toi tu as un conseil Tu vois, à la notion de construire son parachute après avoir sauté, je pense qu'à partir du moment où tu sais à peu près où tu vas te poser, effectivement, tu peux décider de sauter sans ton parachute. Okay. Et si tu as de quoi le fabriquer en vol. Ouais. Il y a deux choses, et ça, j'en avais pas conscience quand on s'est lancé, c'est que tu peux pas partir de rien. Tu vois, là, on te raconte qu'on n'avait pas de thunes pour se lancer, mais il a fallu qu'on aille en chercher. Le prêt d'honneur, il vient compléter des apports personnels. Il faut des apports personnels au démarrage. Et en fait, le premier client la première personne qui doit croire en un projet, il faut qu'elle mette de l'argent dedans. Si le porteur de projet n'est pas capable de mettre des sous dans son projet, c'est que même lui, il n'y croit pas. Même un minimum, quoi. Tout ce qu'il pourra. Tout ce qu'il a. Et tu vois, moi, j'ai dû le refaire en cours de route et heureusement qu'on l'a fait, sinon on ne serait pas là en train d'en parler. Faut mettre les moyens en face de ses ambitions. Quitte à attendre un peu, remettre des sous de côté, mais il faut trouver ces moyens-là. Le deuxième conseil que je donnerais, du coup, j'ai le droit à 2 conseils. Tu as le droit à autant de conseils que tu veux, parce que si ça peut aider les gens... En fait,
tu peux pas commencer si tu n'as pas les réponses à toutes les questions que tu te poses, c'est pas grave. Parce que la question la plus importante, c'est est-ce que tu réponds à un besoin? Tu as un truc à vendre, vas-y. Le reste, tu trouveras les réponses en chemin. Comme tu l'as dit, il y a de l'accompagnement qui existe autour de la création d'entreprise. Faut pas s'immatriculer trop tôt. Faut pas s'immatriculer avant d'avoir ses premiers clients, etc. Parce qu'il y a des aides qui sont là vraiment en anté-création. Pour l'État aide les gens à se lancer, à entreprendre. Une fois que tu es du côté de l'entrepreneur et que tu es immatriculé, c'est trop tard. Après, le compte à rebours, il a commencé. Ouais. Et là, tu passes du côté de ceux qui doivent de l'argent. L'URSSAF, tu n'as pas gagné d'argent, ils ont déjà ton adresse, ils viennent te le chercher. Donc voilà, s'immatriculer, ça fait 3 conseils. S'immatriculer le plus tard possible pour bénéficier des aides dans le calendrier d'accompagnement à la création. Mettre tous les moyens qu'on a dans son projet et pas attendre d'avoir répondu à toutes les questions qu'on se pose. Si tu as 10% ou 20% des réponses aux questions que tu te poses pour te lancer, vas-y. Parce que tu n'auras jamais toutes les réponses. Et voilà. Très bien. Avec ou sans toi, le soleil il se lève quand même. Dit Keinec. Où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce qu'on te suit sur les réseaux si on veut suivre un peu ton actualité ou celle de Michael? LinkedIn, donc Cédric Collao. Moi, plus je poste, moins j'ai de trucs à faire en général. Inversement, le niveau d'activité m'empêche de poster régulièrement, mais au Startup Weekend, chaque année. Ici, à l'atelier, chez Michael, autour d'un café. Avec le showroom qui arrive prochainement. Avec le showroom qui ouvre le 1er décembre. Okay. Voilà, après Instagram, Michael Europe, pour l'activité de la boîte. Mais ouais, LinkedIn, c'est pas mal. Et puis mon numéro est sur le site. En fait, ceux qui veulent discuter vélo ou entrepreneuriat, ils peuvent m'appeler. Je crois que c'est là où je suis le plus efficace, c'est pour décrocher le téléphone. On en parlait hier, mais moi j'adore le téléphone. Ok. C'est marrant. Voilà. C'est rare. Et je parle beaucoup, mais on arrive au bout de... C'était très bien. Bah écoute, je te remercie. C'était très intéressant, très inspirant. Et puis, la seule chose que je peux dire à ceux qui nous écoutent, c'est venez. J'ai pas encore testé le vélo, j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai découvert tardivement. Maintenant, sinon tu l'aurais acheté. Exactement. Donc je vais pas l'essayer parce que sinon je vais devoir repartir avec. Voilà. On livre à Mulhouse sans souci. Parfait. Mais je trouve que le vélo est très beau. C'est fait en France, c'est local. Il y a toute une démarche derrière, donc soutien à 100%. Achetez du Michael. Venez au moins le découvrir, même si si vous n'avez pas forcément envie de l'acheter. Et ce vélo, c'est un game changer. Ce vélo changera votre vie. Voilà. C'est Victor Davier qui disait ça dimanche, celui qui était jury de Snowboarder Pro. T'achètes un Michael, achetez Michael pour changer votre vie. Exactement. On va rester là-dessus. Merci Cédric. Allez, ciao. Merci Kevin. Vous avez écouté 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Ne ratez rien des prochains épisodes et soutenez-nous en vous abonnant à notre podcast et en nous recommandant. Merci à vous.